Kaziba, territoire de Walungu, province du Sud Kivu. 28 octobre 1996. Selon les communautés du milieu, plus de 230 personnes périssent dans un massacre perpétré par des militaires parlant le Kinyarwanda. Aujourd'hui, les plaies n'ont pas encore guéri. Namushwaga, Chirunga, Centre Luangoku, Muchingwa, Ingando, voilà les 5 endroits où, selon les sources locales, les victimes seraient enterrées dans des fosses communes. Après 26 ans, les membres des familles et autres proches réclament justice et réparation. Hapa kwa siku ya leo kwa mara ya kwanza tokea miaka 25 ili tusherekee mauaji ya watoto wa Kaziba iliyofanyika kwa mwaka ya 1996. Jamaa nyingi sana zilipoteza watu kisha kuuawa kama wanyama hapa mjini ya Kaziba. Mpaka leo jamaa nyingi hazijawahi maliza vilio za watu ambao walipotea, na ndio maana leo tunasherehekea hii kumbukumbu ya yale mauaji, na tunasema ya kwamba leo ikuwe kama tumalizisha zile mabilio na kwa kutosahau wale waliotutangulia. Ndio maana tulipana kiwanja ya kujenga mozole hapa kwa biro ya sheferia yetu ya Kaziba. Ingawa tuko wa Kristo na tunajua ya kwamba msamaha iko pole, tunaomba kwa siku zijazo sheria iwekwe kwa watu wote, na ndio maana tunapigia mtoto wetu Dr. Denis Mukwege aksanti kwa kuendelea na tetea watu ambao waliuawa bila sababu. Kwa hivi tumeanza kipindi kipya cha maisha. Tunaomba tena mioyo za wale watu ambao walitutangulia zipumzike kwa amani. Mungu awabariki. Koko. Une des familles victimes de cet acte inhumain demande que justice soit faite. La femme du premier chrétien et premier pasteur de la 5e CELPA, 5e communauté des églises pentecôtistes en Afrique, Zainda Zaluke Yohana, et certains membres de sa famille n'avaient pas pu se sauver. Yuriaz. Je suis ingénieur technicien forestier et chercheur, donc je suis environnementaliste aussi. Par rapport au massacre qui était perpétré par les armées ougandaises, érythréennes et rwandaises à Kaziba en 1996, à ce moment-là, j'ai travaillé à la pharmacie. Effectivement, j'ai suivi de loin comment les populations étaient massacrées à Kaziba et particulièrement dans notre famille. Comme c'est devenu un slogan qu'il faut une justice transitionnelle. Et moi-même, je suis d'accord que les criminels soient punis au niveau national et au niveau international, que la justice puisse faire son travail par rapport à ceux-là qui existent encore. Parce que parmi les criminels, il y en a qui sont morts, mais il y en a qui existent encore et ils sont connus de tous. Tout à fait, on avait des troupes étrangères, notamment il y avait des Érythréens, il y avait des Ougandais et des Rwandais qui étaient recrutés par
fait président Laurent Désiré Kabila pour lui permettre d'accéder au pouvoir. Oui, les massacres s'étaient passés, c'était effectué en masse. Il y en a qui étaient enfermés dans des huttes et on les amenait là-bas dans des églises et puis on leur demandait d'entrer. Les gens croyaient qu'il y avait quelque chose à leur communiquer et après c'était une opportunité pour les criminels de tirer sur toute la communauté, la population qui était déjà en masse, quoi. Le rapport mapping doit être exploité à fond parce qu'il y a beaucoup d'informations sur les massacres qui sont consignées dans ces rapports là-bas. Et il faut qu'on puisse l'exploiter et voir comment sanctionner les responsables de ces massacres parce qu'ils sont cités dans ces rapports-là. Je réponds au nom de Gayo Zihindula, fils de feu pasteur Zahinda Zalouke et de Maria Nabouti. Je suis père de 11 enfants et j'ai 62 ans. Je suis aussi marié à Madame Maombi Fanny et je vis à Bukavu sur avenue Semouliki numéro 30, Kakinya Lukemba, ici à Bukavu. Mon père était né en 1906. Il était marié à notre maman Maria Bachangwa Nabouti. Il fut le premier chrétien de la Selpa, le premier pasteur. Il était agriculteur, il était éleveur, il était aussi commerçant. Le rôle qu'il a joué était vraiment un rôle très très important dans la communauté. Pendant la Première Guerre mondiale, 40-45, les Norvégiens étaient coupés de leur pays et il n'y avait plus moyen qu'ils soient approvisionnés sur le plan matériel. Alors, il les avait financés pendant toute la période de la guerre. Il les avait amenés à manger parce qu'en tant qu'agriculteur, il pouvait avoir des pommes de terre, des fraises, des prines, des pommes, et les œufs et les laits aussi de la vache. Comme ça qu'il intervenait de temps en temps. Au niveau de la Selpa, je peux dire que c'est quand même un monument pour la Selpa, même si certains ne peuvent pas le reconnaître. En tant que premier chrétien et premier pasteur, il a sacrifié presque toute sa vie à l'évangélisation. Il a appelé les gens à fréquenter l'église. Il a créé d'autres églises de la Selpa, les églises de Kakwende, les églises de Luinja, les églises de Ninja, les églises d'un peu partout. La Selpa, à Itombwe, dans le Bourg, il était parti un peu plus loin. Il a créé beaucoup d'églises. Au niveau de la chefferie, je peux dire qu'il était aussi administratif parce qu'il fut membre du collège permanent de la collectivité de Kaziba pendant plus de 10-20 ans. Je peux aussi ajouter qu'il fut le premier commerçant à s'acheter donc un véhicule à Kaziba. Il a passé des commandes aussi de vélos en Norvège. Là où les enseignants, comme moyen de transport, utilisaient les vélos et c'est lui qui fournissait les vélos aux enseignants et aux pasteurs. Il a acheté les vélos chez nous. C'était un agent de développement parce que, à part cela, il était aussi le président des apiculteurs de Kaziba. Donc il a appris aux gens comment on pouvait produire localement les poissons frais. Le 28 octobre 1996, c'était un jour vraiment qu'on ne pouvons jamais oublier dans notre vie. Parce que comme je l'ai dit, moi-même j'étais à Kabare, un déplacement, j'avais fui aussi. Et mon petit frère cadet était avec moi ici à Bukavu. Il m'a dit, moi je vais quitter Bukavu pour aller sauver mes parents à Kaziba. Je lui ai dit, est-ce que vraiment tu ne peux pas attendre et on suit l'évolution? Donc, comme il était vraiment très courageux, il m'a dit, je pars. Il est parti. Moi, je me suis déplacé vers Kabare. À Kabare, je suis resté là pendant 3 jours, mais juste le premier jour, ce jour-là, c'était le 29, j'ai vu le pasteur Daniel Chitera, qui travaillait à la pharmacie de la CEPAC, venir. Il avait du mal à nous dire qu'il y a eu des massacres à Kaziba. Moi, je posais la question, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, chez nous, ça ne va pas.
ça ne va pas chez nous. Et après, il finira par me dire que non. À Bouéré, on a tué des gens. Et puis j'ai posé la question, quels gens on a tué à Bouéré? Il m'a dit, on a tué Maria. Comme ça, j'ai été abattu. On a tué Nathaniel. On a tué Magnotte. On a tué Janson. On a tué Muzungu. Ça s'est déplacé de Kaziba à Bukavu. On a tué à Bukavu Mihigo. On a tué Mouloumé. On a tué Sélé Tidjoli. Vraiment, c'était dur pour notre famille. Hein. Selon ce que j'ai suivi, ils avaient planifié qu'ils voulaient exterminer toute la population de Kaziba et rendre Kaziba donc une plantation de tabac. Alors ça, c'était planifié. Donc on voulait exterminer tout le monde et laisser un terrain pour cultiver le tabac. C'est de créer un tribunal traditionnel pour que ces malfaiteurs-là, les criminels, soient jugés. Et puis, je souhaiterais aussi qu'on exploite profondément le rapport mapping, parce que tout est détaillé. Et on a même cité les noms de certains auteurs dans ces rapports. Il y a ceux qui sont encore vivants et d'autres sont morts. Donc il faut que ce soit puni. Déjà à Kaziba, nous avons initié donc un plan de construction des mausolées pour mémoriser cette journée-là du 28 octobre 2016. Au niveau de la famille, c'est-à-dire que on essaie de se recueillir quand cette date arrive, on essaie de faire un recueillement. Je suis le petit-fils du pasteur Zaïnda Zalouke. Mon papa, lui, il s'appelle Takunjam de Kereza Amos. Il fut directeur, d'abord enseignant à l'école primaire à Bagira en 1965 et directeur des cycles d'orientation à Kaziba en 1968. Et il est le 7e fils du pasteur Zaouke Zaïnda. Moi, je suis docteur Moukanire, je suis médecin. Et dans notre famille, nous avons perdu un bon nombre de gens pendant cette guerre de 1996. Et c'était un peu douloureux pour la famille. C'est ainsi que nous nous joignons à toutes les voix qui demandent à ce que le tribunal pénal international pour le Congo déjà fonctionne, que ce tribunal-là voit le jour pour que ceux qui étaient responsables de tous ces massacres dans la province et dans la République démocratique du Congo, que ce soit les assaillants ou certaines organisations ou certains pays qui étaient impliqués, que la justice puisse faire son travail et que la vérité soit établie et qu'une fois établie, que la réparation puisse se faire. Donc cet événement, si on a pu quand même témoigner, c'est pour que cet événement soit vraiment la dernière, que ça ne puisse pas se passer dans d'autres cieux, parce que c'est vraiment douloureux. Merci. Nous, arrière-petit-fils du pasteur Zaïnda Zalouke, demandons à la communauté internationale de mettre en application les recommandations du rapport mapping de l'ONU pour les crimes commis dans notre famille en particulier et en RDC en général et de créer un tribunal pénal international pour le Congo. 1996-2022. Cela fait 26 ans, jour pour jour, depuis que ces gens ont perdu les leurs. Alors ils réclament justice, vérité, réparation, création d'un tribunal pénal international pour la RDC et ensuite, ils ne veulent jamais revivre de telles atrocités dans leur milieu et partout en RDC. Mesdames et messieurs, distingués invités,
Depuis un certain temps, la République démocratique du Congo, plus particulièrement la province du Sud Kivu, le voit courageuse, à l'instar de celle du professeur Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, s'élève pour réclamer par la République démocratique du Congo une stratégie de justice transitionnelle pour ainsi permettre que la vérité sur ce qui s'était passé soit connue de tous, que le peuple puisse s'asseoir ensemble et se regarder en face dans un élan de réconciliation en offrant des garanties de non-répétition et une réparation adéquate et effective aux victimes. Ce n'est qu'à ce prix que l'on peut construire une paix durable dans ce pays, car nous disons ensemble avec le professeur Denis Mukwege que l'on ne peut construire la paix sur les fausses communes. Sur cette base donc, la Fondation Panzi reste unanime sur le fait que organiser cette journée de commémoration en ce jour, comme désormais chaque 28e jour du mois d'octobre, est un signe de notre engagement à tous dans le combat contre l'impunité dont les auteurs sont jusque-là ou dont les auteurs ont jusque-là profité. Pour ce faire, nous profitons de cet espace pour rappeler au président de la République de son engagement en faveur de la justice transitionnelle et lui demandons, au regard de la nécessité et de l'urgence du moment, de saisir formellement le Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'obtenir qu'un tribunal pénal international soit créé pour juger tous ceux qui ont endeuillé nos familles. C'est en empruntant ce chemin avec courage et lucidité que nous apaiserons les cicatrices sans rien oublier pour transformer le temps de douleur et de supplice en celui de paix et de la justice. Nous avons dit et nous vous remercions. Papa na maman, papa, maman. C'était le 24 août 1998, à la fête de Saint-Barthélemy. Les chrétiens étaient ici, enfants, adultes confondus. Alors tout de suite, on a les militaires rwandais sont venus encercler l'église et là ils ont pris avec des haches, ils ont commencé à tuer les gens et ils ont massacré 139 personnes ici même dans l'église. Pourquoi est-ce que ces gens qui ont fait ces massacres ici ne sont pas déférés devant la justice? Ça c'est l'œuvre maintenant du gouvernement. On se demande, est-ce que le gouvernement est actif pour cela? Un gouvernement, pour rechercher d'abord les auteurs de ces crimes. Quel gouvernement, par exemple, ou quelle armée, ou quelqu'un qui a brûlé 1000 maisons, qui a brûlé des centaines de gens, on le nomme capitaine, on le nomme colonel. Pour le récompenser ou pour en avoir peur, pourquoi? C'est là on se demande réellement si le gouvernement existe ou ça n'existe pas. Est-ce que la justice comme telle, elle est là et sans justice, on n'aura pas de paix? Il faut tuer 1000 personnes pour devenir général au Congo. Vous voyez cette logique-là?